Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, exhorte les jeunes à servir de levier au développement du Rwanda et de l'Afrique en général, au lieu de vivre dans la perpétuelle dépendance. Le chef de l'État a fait cette indication ce vendredi à l'occasion de la clôture de la 13e édition de l'Académie d'éducation civique Indangamirwa. Le point avec Jean Damascène Manishime. Il s'agit de jeunes filles et garçons âgés de 18 à 25 ans qui ont participé à la 13e édition de l'Académie d'éducation civique, dénommée Indangamirwa, dans le district de Burera, c'est au nord du Rwanda. Le président de la République, Paul Kagame, a montré que l'Académie est une plateforme voulue par le Rwanda pour aider les jeunes à s'initier aux valeurs de la culture, une façon de les préparer à assumer des responsabilités futures pour le pays de façon générale. Le président Kagame a remercié ces jeunes pour avoir accepté de participer à cette formation, ce qui, selon le chef de l'État, prouve combien ils sont déterminés à servir leur patrie avec un sentiment de sacrifice. Et à lui d'ajouter qu'une telle formation permet aux jeunes d'être de vrais Rwandais dotés de valeurs dignes d'un bon citoyen. Le chef de l'État a rappelé à ces jeunes que servir la nation, c'est se servir. Nibibategura bijyana n'imirimo mukora hirya no hino cyangwa n'amasomo mufata hirya no hino yandi asanzwe mu mashuri. C'est une formation qui vous prépare à assumer vos responsabilités là où vous êtes, ou les études que vous suivez ici et là. Une telle formation vous permet de tout harmoniser pour être de véritables Rwandais qui savent comment servir leur pays. Et quand tu sers ton pays, tu en profites toi-même. Tu deviens aussi ce Rwandais qui peut défendre son pays, compte tenu surtout de l'histoire particulière que notre pays a vécue. Eh bien, cette histoire nous rappelle que nous avons des obligations pour avoir les moyens de protéger notre pays et de le développer. Je pense qu'étant ici, vous êtes dans de bonnes mains avec l'âge que vous avez et tout comme vos congénères. Surtout qu'il y en a aussi qui ont précédé votre 13e édition. Bikanashingira ko hari n'abandi baje mbere bababwiye iki ni icyiciro cya 13 hari abandi bahanyuze. Le président Kagame a invité la jeunesse en général à nourrir les valeurs de la culture rwandaise et à les garder tout au long de leur vie, n'importe où ils seront. C'est cette attitude, a-t-il dit, qui permettra de développer le pays et le continent africain en général. L'Afrique ne doit pas rester un continent pauvre qui subsiste grâce à la générosité des autres. Vous devez avoir une mentalité évoluée, ne soyez pas égoïste. Travailler avec les autres pour le développement du Rwanda et de l'Afrique en général, a martelé le président Paul Kagame. Cette 13e édition de l'Académie d'éducation civique Indangamirwa a connu la participation de 412 étudiants rwandais à l'étranger, ceux qui étudient dans des institutions internationales dans le pays, ainsi que les responsables qui représentent les autres jeunes dans le pays. Les populations avoisinant les parcs nationaux affirment que le programme de partage de revenus touristiques mis en place par le Rwanda contribue sensiblement à l'amélioration du bien-être familial. Suivons les témoignages des populations du nord et du sud du Rwanda, encore une fois avec Jean Damascène Manishime. Ce programme de partage des revenus touristiques fait la fierté de la population avoisinant le parc national des volcans de façon particulière. La population des 4 districts riverains du parc des volcans s'est engagée depuis des années à sauvegarder cette réserve naturelle, demeure des gorilles de montagne. Pour réussir cette activité, ils ont créé plus de 75 coopératives de sauvegarde de l'environnement. Veiller à la protection de la biodiversité est une initiative riche d'intérêt pour cette population, car l'augmentation du nombre de touristes a accru les revenus et 10% de ces derniers reviennent à la population pour compenser le rabeur dans la sauvegarde du parc. Nous qui sauvegardons le parc avons réussi à avoir des vaches.
Nous avons doté nos maisons des citernes d'eau. Nos enfants sont bien scolarisés. Nous avons des centres de santé et des routes bien construites. L'an dernier, la population avoisinant le Parc national des volcans a reçu une somme de 728 millions de francs rwandais par le biais du programme de partage de revenus touristiques, un montant qui a accru cette année jusqu'à plus d'1 milliard de francs rwandais. Une situation rendue possible par l'augmentation des touristes qui visitent le parc des volcans au moment où le secteur se remet des conséquences de la pandémie de Covid-19. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les revenus ont déjà doublé. Le nombre de touristes a plus que doublé et ils apprécient tous la façon dont nous travaillons, la propreté du parc. Nous leur présentons comment les gorilles sont mieux sauvegardées, le résultat du programme Visite Rwanda. Ils apprécient tout et promettent de revenir, de nous amener d'autres touristes. Nos efforts ont rapporté. Nous avons réussi à vaincre la Covid-19 tout en sauvegardant les gorilles et la biodiversité. Ici, nous tenons toujours à certaines mesures, comme le port du masque, pour continuer à protéger les gorilles. Ko yaza mu ngagi kubungabunga urusobe rw'ibinyamuzima kuko hariho n'ubu n'amabwiriza amwe atagikurikizwa ku rwego rw'igihugu ariko twebwe tugikurikiza cyane cyane nko kwambara masiki y'abantu bari gusura ingagi ni ibintu ubundi bavuga bati ahangaha ibi bintu bishoboka mu Rwanda gusa. Au total, la population des 12 secteurs riverains du Parc national des volcans bénéficie de ces revenus touristiques chaque année, une réserve naturelle qui s'étend sur 5 volcans de la zone frontalière du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Ce sentiment de satisfaction est partagé aussi par la population du sud du Rwanda, où se situe le parc national de Nyungwe. La population locale se déclare soulagée par la construction d'un poste de santé qui a mis fin aux difficultés sanitaires qu'ils éprouvaient auparavant. Les autorités de la province du Sud indiquent que les résultats du programme de partage de revenus touristiques sont entre autres la détermination de la population à mieux protéger l'environnement. Et ce que nous avons ici nous vient de la forêt de Nyungwe. Aradibi fait tout le nécessaire, mais il revient à la population de veiller à ce que le parc soit sauvegardé. Ainsi, nous verrons les revenus issus de ce parc augmenter davantage. Dès le début de l'année à ce jour, le parc national de Nyungwe a reçu plus de 12 000 touristes qui ont permis d'encaisser une somme d'environ 1 milliard de francs rwandais. L'Office rwandais de développement fait savoir que cette année, les populations avoisinant les parcs nationaux rwandais se partageront plus de 3 milliards de francs rwandais dans le cadre du programme de partage des revenus touristiques. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le secteur agricole emploie actuellement 70% de la population active du Rwanda et engendre 26% du produit intérieur brut du pays. L'utilisation de nouvelles technologies a permis aux habitants du district de Rwamagana d'améliorer la qualité de la production en facilitant la connexion entre agriculteurs et consommateurs. Le récit de Patrick Nilidandi. Les agriculteurs en district de Rwamagana estiment que la technologie les a aidés à se connecter avec leurs clients. Ainsi, peuvent écouler facilement et rapidement leur production agricole, en évitant ainsi qu'elles pourrissent, en engendrant de pertes considérables pour eux, comme c'était dans le passé. Avant de travailler avec AfriFarms, nous avions des difficultés à atteindre le marché, à acheminer notre production vers ce marché, et les profits étaient faibles, et cela ne nous permettait pas de nous épanouir. Si nous devons tenir compte de la distance vers le marché, nous parvenons à vendre notre tomate à 500 francs les kilos, et ce prix peut même atteindre les 700 francs. Nous nous réjouissons de cet état de choses. Ces agriculteurs travaillent avec AfriFarm, une compagnie qui utilise la technologie pour les mettre en contact avec les acheteurs de la ville de Kigali.
Nous avons une application qui nous permet de rester en relais avec les agriculteurs. Nous suivons de près toutes les étapes jusqu'à l'approvisionnement du marché. Nous stockons les produits et les clients qui ont notre application peuvent faire la commande et nous leur faisons parvenir cette commande. Nous avons aujourd'hui un contrat avec plus de 7000 agriculteurs et nous disposons des entrepôts pouvant stocker jusqu'à 50 tonnes et capables de les garder au frais. En raison du nombre croissant d'agriculteurs travaillant avec eux et du nombre croissant d'acheteurs, cette entreprise a installé un entrepôt frigorifique d'une capacité de plus de 30 tonnes. Les responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie ont noté que l'utilisation appropriée de la technologie dans le secteur agricole pourrait potentiellement augmenter le nombre d'agriculteurs professionnels dans le pays. Actuellement, la technologie représente 3% du produit intérieur brut du pays, mais l'objectif est d'atteindre les 10% d'ici à 2035. De différentes confessions religieuses réagissent à la polémique autour des journées et veillées de prière auxquelles certains croyants se consacrent au lieu de travailler pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Suivez ce reportage pour les détails. Au mont Kigali, situé en district de Nyarugenge, les chrétiens de plusieurs confessions religieuses sont en prière, exactement à un endroit qu'ils ont appelé Bangukangutabare pour dire « vite afin que je puisse te secourir ». Certains viennent pour l'action de grâce, d'autres pour présenter les requêtes de prière. Selon eux, l'endroit est favorable car ils prient à l'aise grâce à un espace plus grand que les églises. La différence entre cet endroit et l'église, c'est qu'ici, Dieu nous revêt de sa puissance, les dons du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est pareil pour l'église, mais en fait ici, il y a une particularité dans le sens où il n'y a ni distraction ni limite de temps. D'une part, il y a des gens qui indiquent passer tout leur temps en prière et d'autres qui disent que quelqu'un peut vivre de la prière et de l'évangélisation seulement. Je peux prendre ma Bible et aller prier et être récompensé plus que toi qui es allé travailler. Je ne rentre pas comme je suis venu, je reçois de quoi manger. D'une autre part, il est clair que la prière doit impérativement aller de pair avec le travail quotidien. Lorsque je viens prier ici, je passe 1 heure de temps et je rentre et je veux travailler. Je viens ici dans mon temps libre. Je viens prier très tôt le matin, jusqu'à 7 heures du matin, et puis je me dirige au marché où j'effectue mes activités rentables. Pasteur Kayon de Jean-Paul, qui représente la communauté de l'évangélisation Kingdom Prayer Network, considère la prière sans le travail comme ignorance, ce qui va d'ailleurs à l'encontre des principes de la parole de Dieu. La Bible dit en Matthieu 7,7 « Demandez, vous recevrez, frappez et la porte vous sera ouverte, cherchez, vous trouverez ». Après la prière, il faut aller travailler. Je considère le fait de frapper comme quitter la zone de confort pour aller découvrir ce qui se passe après la prière. C'est en d'autres termes la foi en Dieu quand on a prié. La Bible dit aussi que Dieu nous donne la puissance qui nous fait vivre. Cette force dont il est question est la capacité d'exécuter les projets ou visions qui génèrent un revenu. Les experts et analystes en termes de confession religieuse chrétienne indiquent que les activités d'une personne constituent sa croyance, car les paroles révèlent la puissance du Saint-Esprit qui réside à l'intérieur de cette personne. Alors, la prière devrait toujours être accompagnée du travail quotidien, car la prière est une nourriture à l'âme et le travail nourrit le corps. Présentation d'une étude menée grâce à une collaboration entre le ministère des Infrastructures et la Banque rwandaise de développement BRD. Cette étude va permettre aux parties prenantes, notamment les membres du secteur privé qui souhaitent investir dans la construction de standards moyens, de le faire avec plus d'enthousiasme. Patrick Nilidandi nous fait le point. Construction des maisons des standards moyens dans la ville de Kigali, les ministères des Infrastructures et la Banque rwandaise de développement BRD en sigle ont initié une étude qui fait une analyse du programme de décentralisation des logements sociaux. Cette étude devrait permettre aux différentes parties prenantes, notamment le secteur privé, qui souhaitent investir dans la construction des maisons à standards moyens, à se lancer dans ce projet.
Les résidents disent que compte tenu du rythme actuel de développement, les logements abordables est considéré comme une solution durable lorsqu'il s'agit d'acheter ou de louer des maisons. Il est actuellement difficile de se construire une maison. Les gens qui ont les moyens construisent des grands bâtiments et d'autres achètent des terrains et nous sommes préoccupés par les personnes qui sont déplacées continuellement. Nous nous demandons quel sera leur devenir. Je pense que cela pourra être résolu si seulement si nous pouvons trouver des maisons abordables. Pour les gens qui ont les moyens, ils peuvent construire des maisons et nous pouvons les louer parce que nous pouvons nous permettre de louer et ceux qui ont les moyens d'acheter peuvent le faire aussi. Cette étude en cours de publication montre les prix appropriés pour une petite maison, le marché tel qu'il se présente, ce qui peut être fait pour aider ceux qui ont besoin de ces maisons et ceux qui veulent les construire, mais aussi les matériaux qui devraient faire partie de ces maisons. Les auteurs de cette étude fournissent un exemple de la façon dont l'utilisation des matériaux de construction d'origine locale peut réduire le coût des logements à faible revenu. Par exemple, une maison de 2 chambres avec un salon vaut 21,5 millions de francs rwandais, alors que lorsque les matériaux sont produits localement, il peut même finir par coûter 15 millions. À ce jour, nous ne pouvons pas dire que cela est réalisable ou pas. Celui qui vient de présenter ce projet a montré que c'était possible. Mais cela sera réellement possible lorsque le projet sortira des terres. En ce moment, nous pouvons connaître la valeur réelle du terrain, des matériaux utilisés, mais aussi de la main-d'œuvre exploitée, mais également la valeur du profit généré. C'est donc à partir des éléments recueillis que nous pourrons indiquer que cette étude a atteint ses objectifs. Le ministère des Infrastructures affirme qu'en plus de maisons moyennes qui peuvent être construites et achetées, il est nécessaire de construire et de louer des petites maisons à la population, car chaque mois, 9 milliards de francs rwandais sont payés par les locataires, ce qui montre que l'investisseur dans ce secteur ne peut pas faire faillite. Nous ne pouvons pas construire uniquement des maisons à vendre. Nous devons penser à construire des belles maisons, mais qui seront louées, en pensant à leur qualité, leur confort et leur durabilité. Les auteurs de cette étude montrent également le rôle important que doit jouer le gouvernement pour ce programme, notamment avec la réduction des taxes et impôts pour les entreprises qui souhaitent construire des logements à standard moyen pour des individus ayant des revenus modestes. Et pour la page culture de cette édition, nous accueillons Michel Iladukunda. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour David, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très content parce qu'avec toi, on va parler bien-être, éveil chez les artistes en ce qui est du bien-être, du sport, etc. Tu as discuté avec Andy Boumonou. C'est vrai, j'ai discuté avec Andy Boumonou. Il nous parle ici de bien-être, d'être en bonne santé. Et pour lui, il dit que c'est intentionnel. Pour avoir une bonne santé, il faut être intentionnel. Nous allons le suivre. Moi, je dirais que pour moi, ça a toujours été, mais ça a commencé à être vraiment intentionnel en 2019. Donc en 2019, c'est là où j'ai commencé à m'enseigner comment faire le sport. Est-ce que c'est vraiment même important, tu vois? Parfois, quand on est jeune ou bien quand on est en forme, même pas nécessairement être jeune, mais quand tu es en forme, tu marches, il n'y a pas de peine, tu te sens mieux. Du coup, on se dit, il n'y a pas d'importance à faire le sport, tu vois. Mais moi, je me suis dit, il y a beaucoup de choses quand tu fais le sport. Ce n'est pas seulement physique, mais c'est mental aussi. Tu vois, quand tu te pousses à faire quelque chose que tu ne pourrais pas faire, du coup, il y a quelque chose qui te fait pousser tes limites jour par jour. Et du coup, quand même tu n'es pas dans le sport, tu pousses tes limites dans toutes choses que tu rencontres, les relations, le business, tous les challenges de vie, quoi. Oui. Donc on dirait que c'est comme un défi que tu t'es donné. Est-ce par rapport au défi que tu t'es donné avec aussi ton ami, ton Feu Bouravan, c'est en rapport avec ça ou bien c'est plus personnel? C'est personnel, c'est beaucoup personnel.
Le défi avec Yvan a commencé avec le marathon. Ben oui, ça a commencé avec le marathon quand il était toujours vivant. On s'est parlé et je lui mettais la pression pour aller dans le sport. Il aimait danser, mais il n'allait jamais faire le sport. Alors du coup, je lui ai dit, je te challenge à faire le sport. À commencer le sport, je vais être ton trainer. Et moi, pour t'encourager, je vais aller faire le marathon. Et c'est là que tout a commencé, en m'entraînant pour le marathon. Pour les jeunes, aujourd'hui, il y a cette mentalité qui se veut, je dirais, tendance, où les jeunes se disent non, on n'aura pas 100 ans, on doit vivre, la vie est courte, faisons ce qu'on veut. Est-ce que, en tant que jeune, tu admets ça ou bien tu penses que ça devrait être de façon différente? L'approche devait être différente? Moi, je crois que l'approche devrait être un peu différente. L'approche serait différente parce que tu peux vivre comme si tu n'as pas 100 ans. Mais du coup, la vie te donne 100 ans. Et tu as vécu comme si tu avais qu'une journée. Alors du coup, les 100 ans qui vont venir sera quand même une misère. Donc il faut être vraiment intentionnel avec la vie et dire, je ne sais pas pour combien de temps je vais vivre, mais je peux vivre de mon mieux chaque jour. Et alors là, du coup, ça dépend de tout ce que tu veux en toi. Moi, je crois que personne ne peut changer personne. Tu peux que changer toi-même, si tu veux, et si où te vois-tu? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est l'histoire que tu veux laisser dans ce monde quand tu quittes, tu vois? Et alors là, je crois que vivre, c'est le choix. Et ça doit être vraiment ton choix. Tu dois choisir ce que tu veux laisser pour les gens qui t'aiment, qui croient en toi. Et du coup, alors, il faut choisir. Il y a deux chemins. Tu peux dire, moi, je m'en fous, je vais vivre comme je veux, je veux boire, tu vois, je veux vivre comme si je veux me tuer, quoi. Ou bien, tu peux choisir de faire des trucs importants. De pousser tes limites, d'aider les gens, d'aider ton pays. C'est le choix. Et vraiment, là, quand tu fais quelque chose de bien, la vie te redonne ce que tu as donné. Oui. Alors, quelles sont les astuces pour ceux qui veulent pousser leurs limites? Quelle est l'astuce, je dirais, première pour que quelqu'un qui nous écoute là maintenant, qui nous regarde, se dise « Ah, moi aussi, je peux le faire ». Je mettrais ça dans deux mots. Je dirais commencer et continuer. Tu vois, tu ne peux pas continuer si tu n'as pas commencé et tu ne peux pas finir si tu ne continues pas. Donc c'est important que tu commences. Même si tu commences vraiment difficilement, mais il faut que tu commences. Il faut que tu te donnes cette chance de commencer. Et puis alors, quand tu commences, parfois tout le monde commence. Tout le monde se donne la chance. Mais quand ça devient difficile, tout le monde quitte. Tout le monde veut quitter, tout le monde dit, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne veux pas le faire. Mais tu n'arriverais pas loin si tu arrêtes à chaque moment que tu es... Quand c'est difficile, il faut persévérer. Alors, moi, je me dis qu'il faut commencer et il faut apprendre comment continuer. Il faut se demander, qu'est-ce qui fait que je quitte? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que est-ce que je suis paresseux? Est-ce que j'aime pas la difficulté? Il faut te dire la vérité. Et puis quand tu réalises ce qui te fait quitter, il faut dire alors maintenant que je sais ce qui me fait quitter, je vais essayer de travailler sur ces petites choses-là, ces petits défauts, pour que je devienne le meilleur que je peux être. Oui, bon, alors il faut commencer, il faut essayer de toujours continuer à l'écart des émotions. Oui, parce que les émotions, ça change. Quand tu changes avec les émotions, tu ne vas pas aller loin. Alors, Andy, on te connaît en tant qu'artiste, à part le bien-être et tout ça. Y a-t-il des futurs projets en attente? Comment ça se passe aujourd'hui? Ah oui, écoute, du coup, j'ai déjà présenté mon album, mais c'est une partie de l'album qui est déjà sortie.
Du coup, dans un mois ou 2 mois, je vais relever la deuxième partie de l'album et je vais vous mettre un concert là-bas. Ça va brûler, ça va brûler. C'est chaud. Ça va chauffer, quoi, oui. Alors voilà, Andy Oumounhou, il est surtout connu pour des chansons, David, je pense que tu connais, Appreciate, On Fire, AKK 509 Street et bien d'autres. Là, on attend son album avec impatience. Avec impatience. C'est ça. Oui, merci beaucoup Michel. Merci aussi David. Oui, une page culturelle donc aujourd'hui où nous avons parlé bien-être avec le chanteur Andy Oumounhou grâce à Michel Iladokuna. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.